Bismillah. Je voudrais intervenir par rapport à ce procès qu'on appelle le procès de la décennie. Je ne sais pas si le titre est usurpé, mais il dure en longueur. C'est un procès où l'accusation a donné des éléments factuels, des éléments matériels, des accusations fondées. Et un tribunal est constitué. Mais on n'arrive pas à arriver à l'issue de ce procès, on n'arrive pas à le terminer. Il y a quand même lieu de se demander pourquoi il ne se termine pas. Si ce procès traîne en longueur, c'est que la défense veut qu'il traîne en longueur. Il reste maintenant à savoir pourquoi la défense veut que ce procès traîne en longueur et qu'il s'éternise. On peut trouver quelques éléments. Et il y a d'abord un dénominateur commun sur tous ces moyens mis en œuvre pour que ce procès dure et dure encore. Peut-être aussi il y a un manque de confiance. La défense n'a pas suffisamment d'arguments juridiques étayés pour balayer les accusations. S'ils étaient en possession de ces éléments, ils les auraient déclinés et le procès serait terminé parce que tout simplement, ils ont amené des preuves matérielles qui balayent l'accusation. S'il n'y a pas ça, on fait recours à des arguties, on joue la montre, on joue le temps. Jouer le temps, pourquoi? D'abord, il y a une volonté de se poser en victime. Que toute la République, que le monde entier en veut à l'accusé. On cherche sa peau, on l'accuse de ce qui n'existe pas. Donc, on essaye de jouer à la victimisation. Malheureusement, en face de cette méthode de faire durer le procès, il y a des faits qui sont reprochés à l'accusé. Et on n'arrive pas, la défense n'arrive pas à les écarter. Donc, on est en face d'une situation où il y a une fuite en avant, où on cherche à trouver des arguments pour toujours faire durer ce procès-là. On nous a toujours, au départ, on a voulu récuser l'application de l'article 93 de la Constitution, qui dit que le chef de l'État ou le président de la République, n'est-ce pas, peut être mis en accusation par les deux assemblées. Je cite le texte de la Constitution. Il peut être mis en accusation par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public à la majorité absolue de ses membres. Il est jugé par la haute cour, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est en cas de commission d'actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Alors, les faits qui sont reprochés à l'accusé sont-ils liés à l'exercice de ses fonctions? On va prendre une image très simple. Vous êtes un usager de l'administration. Vous venez dans un bureau. Je ne sais pas, bureau de la poste. Vous voulez acheter un timbre. L'agent que vous avez trouvé là est un agent administratif. Il vous vend le timbre. Votre rapport, c'est qu'il vous vend un timbre. Il est dans l'exercice de ses fonctions. Au cours de cette opération, une altercation surgit entre vous deux, quelles que soient les raisons, et il vous gifle. Le fait de vous gifler n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Pour le président de la République, le fait de détourner des deniers publics, le fait de s'accaparer des biens communs de la nation ne rentre pas dans l'exercice de ses fonctions. À partir du moment où il sort de l'exercice de ses fonctions, il peut être mis en accusation. Et
dans ce contexte, dans ce cas précis, à partir du moment où il est mis en accusation, il doit être jugé par un tribunal ordinaire. Parce que l'acte qui lui a conduit ici est un acte ordinaire. C'est un acte que n'importe qui peut commettre dans la rue, qui n'est rattaché à aucune fonction. Donc, le fait de vouloir récuser la compétence d'un tribunal ordinaire, c'est se méprendre sur deux choses. Sur l'exercice des fonctions. Manifestement, dans ce cas, l'accusé n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, il n'a pas été élu président de la République pour piller, pour détourner, pour s'enrichir. Et c'est ce qu'on lui reproche. Il s'est enrichi illégalement. Et il n'a pas été élu pour ça. Donc, il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Deuxièmement, le fait de s'enrichir, constitue un élément qu'on peut détacher de l'exercice de ses fonctions. C'est ce qu'on appelle dans la théorie de l'acte administratif, l'acte détachable. À partir du moment où l'acte est détachable de ses fonctions, la sanction ou le jugement de l'acte se fait par un tribunal ordinaire. Donc je pense qu'ici, c'était un moyen dilatoire que la défense a voulu utiliser. Malheureusement, ça ne résiste pas à l'analyse. Et je pense que d'ailleurs, ils n'ont pas pu démontrer que les accusations portées contre l'accusé sont de nature à se rattacher à l'exercice de ses fonctions. Je pense que de ce côté-là, les choses sont claires. Et il n'y a pas lieu que ce tribunal dure sur des arguties qui ne tiennent pas juridiquement. Et d'ailleurs, la première instance et la Cour d'appel l'ont parfaitement compris. Il reste maintenant un dernier volet. C'est le volet de l'état de santé de l'accusé. Il est malade. Bon, c'est un être humain, il peut être malade. Mais qu'est-ce qui détermine sa maladie? Est-ce que c'est les avocats ou est-ce que c'est le médecin? La réponse vient d'elle-même. C'est le médecin qui peut poser un diagnostic. N'est-ce pas? Dire il est malade et que localement, nous n'avons pas les moyens de le soigner, que ce soit des moyens matériels ou des moyens humains, et il est indispensable pour sa survie qu'il soit envoyé, qu'il parte à l'étranger pour se soigner. Mais ça, c'est le médecin qui le dit. Ce n'est pas l'avocat qui dit que moi, mon client, il est malade. Il a besoin d'aller en Espagne, en France ou au Sénégal pour se soigner. Donc cet argument aussi ne tient pas. À supposer même qu'il est malade. Mais ça n'ouvre pas automatiquement un droit à l'évacuation. Il peut bien se soigner ici. Si les structures sanitaires le permettent, il peut bien se soigner ici. Mais le problème, ce n'est pas de savoir s'il doit se soigner ici ou ailleurs, c'est de savoir qu'est-ce qui détermine le degré de sa maladie. C'est le médecin qui doit le faire. On a commis des experts, des médecins. Et d'avance, le pôle de défense récuse l'expertise qui devrait ou qui pourrait intervenir. C'est quand même un peu bizarre. J'aurais compris que le diagnostic est posé, que l'expertise est posée et qu'on conteste factuellement l'expertise. Mais pas dire non, nous que vous avez désigné là, même s'ils nous avaient une expertise, on va la contester. On refuse qu'ils se soumettent à l'expertise de ces médecins-là. Comment donc déterminer le degré de sa maladie? Je pense que ce procès dure inutilement, que la défense utilise des moyens dilatoires, parce que simplement les éléments qui sont reprochés à leurs clients sont réels, effectifs et condamnables sur le plan judiciaire. Voilà ce qu'on peut en dire, en tout cas à l'état actuel de ce procès, ce qu'on peut en penser.